à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la première partie des 2 dernières vidéos de fin d'année. Nous allons aborder dans cette partie les flops, les pires films de 2010. J'ai top 10 en face, donc j'ai dit 2010. Les pires films de 2022, non pas 2010, ça sera monté un petit peu loin, mais avant même la création de la chaîne. Je tiens à rappeler, je le répète tous les ans, mais c'est toujours aussi compliqué pour certains à comprendre, mon classement n'est pas un classement de qualité du film. Mon classement est un classement de à quel point j'ai apprécié un film. C'est ça un top personnel pour un film, quoi, en principe. Si on n'est pas par exemple dans un concours comme les Oscars, où il y a des catégories précises, qui a fait le meilleur son, qui a fait la meilleure image, qui a fait le meilleur machin, comparé en général des films comme ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment juste une question d'appréciation personnelle. Ça n'a pas l'air clair pour certains depuis 10 ans, donc j'espère que cette fois-ci ça le sera. Et alors je crois que c'est la première fois depuis 10 ans, ou alors la première fois depuis au moins 5-6 ans, parce que ça fait 5-6 ans que les tops et les flops, c'est un calvaire. Je n'ai jamais aussi facilement lâché les flops. C'est comme si j'avais été aux toilettes après avoir pris un dragée Fuka, tout est sorti d'un coup. Vraiment quoi, parce que c'est... Quelle merde! Il y a un paquet de merde, d'excréments dans ces flops qui sont assez catastrophiques. Et même pour les débuts où c'est pas forcément les pires films de l'année, j'avais aucun doute sur qui devait aller dans quelle catégorie, quoi. Je tiens à vous le dire très vite, il y a pas mal de films français. Et beaucoup de ceux qu'on m'a recommandé en essayant de me donner des leçons de cinéma, en me disant « Tu devrais aimer ça si t'aimais vraiment le cinéma, etc. » On va se marrer. Voilà, on va peut-être pas tarder, parce que ça sert à rien de faire des intros qui durent 3 plombes non plus. Les autres vidéos ont l'air de vous avoir plu, j'ai l'impression, donc tant mieux. Je suis content que le début de l'année se passe bien pour vous comme pour moi. Et puis, du coup, quand on aura fini les tops et les flops, on pourra enchaîner avec les Oscars, qui vont arriver à la mi-mars, et je crois que j'aurai fini pile poil. Je vais peut-être même sortir la vidéo un peu plus de 2 jours avant la cérémonie des Oscars. Faut pas que je dise ça, je vais me foutre la poisse, mais bon, peu importe. Allons-y pour le numéro 10. We must let her decide our fate. She must have the choice. Cyrano. C'est une comédie musicale à partir de Cyrano de Bergerac. C'est nul à chier. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Vraiment, c'est là pour ça, principalement, parce que tu prends Cyrano de Bergerac et t'en fais une comédie musicale de merde. C'est horrible. C'est vraiment, enfin, limite, c'est insultant en plus, quoi. Enfin, j'ai vraiment détesté. Peter Dinklage était très bien dans le rôle, cela dit, on va pas lui retirer ça. Les costumes étaient sympathiques, mais enfin c'était nul à chier, c'était pas très intéressant. Et alors c'est marrant parce que je l'avais enchaîné. Retournez voir, j'avais fait dans les Oscars, la vidéo qui revient sur les films qui sont en compétition pour les Oscars. Je suis quasi certain que j'avais vu l'une des adaptations françaises de Cyrano, celle avec Depardieu, avant d'avoir vu ce Cyrano-là, et du coup j'avais les deux pour comparer, et je savais exactement sur quoi les comparer. Là il m'est un peu sorti de la tête, parce que je l'ai vu depuis le début de l'année, comme je l'ai dit, c'est pour les Oscars, hein. Je l'ai vu au début de l'année, il m'est un peu sorti de la tête, mais vraiment, j'ai détesté ce film. Donc voilà. Pour ce qui est de mon numéro 10, c'est Cyrano de Bergerac. Passons au numéro 9. Il y a une petite anecdote intéressante sur le numéro 9. Numéro 9. I'm just really scared that something bad is going to happen. Smile. L'anecdote intéressante, c'est qu'en fait, je l'ai mis dans les rattrapages parce que dans ma liste, il y avait 2 films, un des tops et un des flops, que j'avais oublié de retirer de juste la liste générale des films que j'avais vus. Et donc j'ai fait une review sur Smile, en fait, dans les rattrapages, et je me suis rendu compte, genre, la veille, au soir, à genre minuit, 1h, avant de me rendre compte que la vidéo sortait, que mais en fait, c'est pas censé être dans les rattrapages, Smile, c'est censé être dans les flops, pourquoi je l'ai mis là, etc. Donc je l'ai retiré en catastrophe. Et sans doute à cause de ça, il y a une partie des clips à la fin, dans toute la partie thriller, les clips sont décalés de 1 seconde, sauf les clips pour les 2 derniers films qui sont la catégorie thriller, parce qu'en fait, j'ai retiré le passage Smile de ma timeline, et je ne sais pas pour quelle raison, mon programme de montage Adobe Premiere a déplacé toutes les timelines en même temps, de façon synchronisée, mais pas les extraits de la section de fin du thriller du truc. Ça m'a rendu dingue. Smile est un film dans lequel une femme est poursuivie par un esprit qui lui fait voir à longueur de journée des visions démoniaques et qui la hantent, et notamment des personnes qui la regardent droit dans les yeux avec un sourire carnassier. C'est la fausse bonne idée absolue. Tu essayes de jouer sur ce contraste entre le sourire et quelque chose d'horrifique, parce que justement, il devrait y avoir un contraste intéressant sur ce truc. Tu vois ce sourire, tu fais... C'est un sourire qui devrait être positif, et pourtant je me sens en danger, quoi. Le problème, c'est qu'à aucun moment je me suis senti en danger devant le film. Quand un film d'horreur base son horreur sur le fait que quelqu'un te regarde en faisant ça... Je suis désolé, mais moi ça me fait pas peur. Ça me fait juste pisser de rire, quoi. J'ai trouvé le film ridicule. C'est mal expliqué, parce que... Tu comprends pas déjà pourquoi te donner des visions, en fait.
Tu vois, ça fait un peu le côté Ring, mais Ring, t'avais des visions parce que la cassette essayait de t'apprendre quelque chose, la malédiction était là pour essayer de t'apprendre quelque chose aussi. Bon, pas exactement, parce que c'est pas la façon de résoudre le truc, mais c'était un des moyens pour Sadako de se faire connaître, quoi. Juste recevoir des visions, machin, parce que t'as vu quelqu'un en train de mourir, c'est un peu particulier. Tu vois clairement que ça essaie de s'inspirer de It Follows, mais sans réussir justement ce truc qui permet de garder ton regard dans le cadre et de toujours avoir peur de ce qui pourrait arriver dans le truc, etc. Ils essayent de faire pareil ici, où tu devrais regarder pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui sourit dans le cadre, mais c'est jamais aussi subtil que ça, c'est toujours in your face, c'est toujours à fond dans le truc. Tu sais jamais pourquoi ça démarre à tel ou tel moment, est-ce que c'est un moyen pour l'esprit de la voir plus tôt, est-ce qu'il y a une date limite, est-ce qu'il y a un machin, pourquoi est-ce qu'elle peut s'en sortir à certains trucs. À un moment, elle va voir sa sœur, elle sort de la maison, elle rentre dans sa voiture, et tu vois un plan où t'as sa sœur qui sort de la maison, qui se rapproche de la bagnole, et au moment où elle frappe sur le carreau, il y a sa tête qui tombe comme ça sur sa poitrine en balançant, etc. Et tu fais, mais pourquoi cette scène d'horreur est arrivée? Pourquoi là? Pourquoi sur sa sœur? Pourquoi sur... Enfin, je sais que c'est des questions qui paraissent absurdes, parce que le film d'horreur fait ce qu'il veut, à la limite, quoi, mais... Généralement, c'est plus justifié que ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des visions? Pourquoi est-ce qu'on voit telle vision à tel moment, etc., etc. Et là, vraiment, c'est un peu gratuit et c'est cheap, surtout. Enfin, le côté la tête qui tombe à la fenêtre. Enfin, ça me paraît assez cheap. Tout me paraît cheap et ridicule, en fait. Il y a un moment où elle croit que quelqu'un est rentré chez elle parce que son alarme se déclenche. Et elle appelle, on l'appelle au téléphone et c'est l'agence de sécurité qui gère vous savez, il y a des trucs comme ça, des grosses sécurités de maison aux États-Unis. Et s'il y a un souci, il y a une ligne d'urgence qui t'appelle pour savoir est-ce qu'il y a vraiment eu quelqu'un chez vous, est-ce que c'est une fausse alerte, est-ce qu'on doit appeler les flics, etc., etc. Et c'est l'esprit en fait qui l'appelle. Et le truc c'est qu'en fait au bout d'un moment tu te dis mais l'esprit s'est cassé les couilles à se faire passer pour la hotline de la sécurité de la maison. Il y a des moments où ça va un petit peu trop loin et c'est un peu absurde quoi, c'est genre qui appelle en disant est-ce que vous pouvez nous donner votre code de sécurité s'il vous plaît pour faire le truc, etc. Et tu fais mais comment l'esprit sait qu'il doit faire ça? Enfin, des trucs qui sont... Moi je peux pas m'empêcher de penser à des trucs comme ça quoi. Pareil, pour la hanter du coup, il y a un moment où elle doit faire un truc, je sais plus, elle doit amener des chatons dans une salle de classe ou un truc dans ce genre là, et en fait tu vois le truc commencer à arriver, tu fais ah attends, les chatons là, je sais très bien pourquoi tu commences à me les mettre dans un film d'horreur. Peut-être parce que j'avais vu The Innocents juste avant, qui est pas un film d'horreur mais qui a aussi fait du mal aux animaux. Du coup, elle arrive dans je sais pas, un anniversaire pour enfants, un truc dans ce genre là, et elle ouvre le carton, il y a que des chatons morts dedans, et tu fais mais quel est l'intérêt pour l'esprit qui te possède de te faire passer pour une folle et de faire croire que t'as tué des chatons? Mais à quoi ça sert? C'est des délires, enfin c'est que des trucs comme ça quoi, je trouve ça complètement con. Et alors c'est d'un ridicule parce que, enfin, c'est vraiment le film d'horreur basique quoi, déjà avec les sourires qui te regardent, etc. Mais genre, il y a un moment où il y a un personnage qui lui parle après lui avoir souri justement. Et on lui dit quoi pour te donner une réplique qui doit te faire peur, qui doit te faire hérisser le poil, etc. Le mec se tourne vers la caméra et il fait « Tu vas mourir! Tu vas mourir! Tu vas mourir !» You're going to die! You're going to die! You're going to die! J'ai explosé de rire face à cette scène! Vous êtes sérieux? C'est un film d'horreur pour maternelle ce truc? Tu vas mourir! Ah mon dieu, j'ai peur! Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette daube? Putain de merde! Pourquoi est-ce que les gens se sont mis à aller voir Smile? C'est très long en plus, j'ai trouvé ça super chiant. À la moitié du film, je pensais qu'on était à la fin en fait. Et quand je me suis rendu compte qu'on était à la moitié, je me suis dit mais c'est pas possible, il reste encore une moitié de film avec ça, mais je me fais déjà chier au bout de 45 minutes quoi. Et pareil, niveau, on a envie de faire genre, film d'horreur, etc. Mais on sait pas du tout l'utiliser ou faire un truc. Ils ont décidé de mettre une musique ironique à la fin. C'est-à-dire que la musique ironique, si vous avez vu mon Pourquoi j'ai un ordinateur sur Shyamalan, il l'a expliqué à la fin de son film The Visit. C'est quand tu mets une chanson extrêmement positive sur une scène qui est extrêmement négative. Et donc là, typiquement, tu viens de finir ton film d'horreur, et t'as la vieille chanson Lollipop, 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 lollipop. Et je fais, mais c'est quoi le rapport? Quel est le putain de rapport entre la chanson Lollipop et le film Smile? À aucun moment la nana fait référence à ça à un moment dans le truc, y a personne qui mange des sucettes, Pourquoi est-ce qu'il y a Lollipop à la fin de ce film? C'est vraiment un film qui a été réalisé par un con qui sait pas ce qu'il fait quoi, il fout des trucs parce qu'il a vu qu'il y avait d'autres films qui les faisaient mais il sait pas pourquoi les autres films les faisaient en fait et comment ça marche. Enfin c'est catastrophique, c'est une des pires merdes que j'ai pu voir de ma vie, Smile quoi, c'est très clairement un des pires films d'horreur. Vraiment très clairement quoi. Enfin, je comprends pas comment on ait pu parler de cette merde. Pourquoi il y a eu un mini buzz quand il était en salle. Bref. Passons au suivant, numéro 8. Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant. Novembre.
Novembre est le film officiel qui revient sur les attentats du 13 novembre 2015. Ça suit la brigade antiterroriste du début des attentats au fiasco de l'assaut du 18 novembre 2015 où ils ont eu la brillante stratégie de tirer dans le mur pendant 3 minutes avant que les 2 terroristes se fassent exploser. Et en fait, mon problème avec ce film, c'est justement le sujet en fait, de décider de couvrir cette histoire récente, traumatique de la France, et de décider de parler de ce fiasco, et pas de l'arrestation, qui devrait être évident, de Salah Abdeslam. Tu fais un film sur les attentats de novembre, évidemment que tu dois t'arrêter à l'arrestation de Salah Abdeslam. Évidemment que tu dois atteindre la catharsis. T'es en train de revenir sur un des événements les plus traumatisants de l'histoire récente de la France. Et tu décides de nous laisser insatisfaits à la fin, tu décides de nous refuser la catharsis. Encore une fois, je reviens sur ces trucs-là, c'est un truc typique de film français, c'est ça, mais tu fais... C'est une affaire réelle, et on sait que l'affaire, elle se termine avec l'arrestation de Salah Abdeslam. On sait que c'est ça l'aboutissement, la fin de ce qui a été démarré avec les attentats qui ont eu lieu, quoi. Tu peux pas faire un film sur les attentats du 13 novembre qui se concentre uniquement sur l'interrogatoire de petits dealers de cité, de micro-criminels, et qui se termine sur une opération bâclée. Je veux dire, c'est chiant. C'est véritablement chiant. C'est factuellement chiant. Le truc, c'est que justement, comme t'arrêtes pas de traiter de choses qui ne sont pas importantes, en fait, tout devient plat et rien n'a d'impact. C'est-à-dire que le film devient un peu rempli, du coup, parce qu'ils sont en train de... Alors, faut qu'on cherche là, faut qu'on cherche machin, est-ce qu'on a des contacts, est-ce qu'on a machin ici, etc. Et du coup, ça fait un récit qui est nourri, bien que chiant, il est nourri, il y a plein de détails. Ce qui fait que les événements vraiment importants et vraiment marquants pour la progression de l'enquête se retrouvent noyés dans tout le reste. Vous regardez la bande-annonce du film, vous avez l'impression que le moment où, je crois que c'est une connaissance quelconque, je sais pas si c'est de leur famille ou rien, il y a une connaissance qui a appelé les flics pour dénoncer qu'ils étaient chez elle et qu'elle savait où ils étaient et pour leur donner du coup une piste pour essayer de les retrouver ensuite, quoi. Et tu regardes la bande-annonce s'arrête là-dessus limite, donc t'as l'impression que c'est genre le pivot ultime du film, etc. Quand ça arrive dans le film, c'est un indice comme n'importe quel autre, quoi, qui est arrivé, qui est remonté jusqu'aux flics, et il y en a qui payent, il y en a qui payent moins, mais c'est tout, c'est un événement comme les autres, noyé dans les procédures et certaines fausses pistes ou vraies pistes, quoi. C'est vraiment pas intéressant. Heureusement que Revoir Paris est sorti cette année, parce que putain, novembre, faut l'oublier, l'enterrer et tout ce qu'on veut, quoi. C'est nul à chier. Suivant, numéro 7. Will they kill me, do you think? Spencer. Alors lui aussi, il débarque des Oscars, c'était donc le film avec Kristen Stewart qui interprétait Lady Di. Je l'ai fait dans la vidéo sur les Oscars, donc je vous renvoie vers cette vidéo, mais pour résumer, le jeu de Kristen Stewart est insupportable, notamment son accent. Elle a un côté très prout-prout, pas juste British royauté, quoi, elle a vraiment un côté un peu... T'as l'impression que c'est Bella dans Twilight, puissance 10. 3 days. That's it. T'as le comportement de connasse qu'elle aborde pendant tout le film, parce que je vous ai dit, il y a cette scène où elle bouffe pas pendant la journée parce qu'elle a ses petits délires dans sa tête. Du coup, le soir, elle va dans la pièce, dans la cuisine, et elle bouffe dans les plats qui sont préparés à l'avance pour le lendemain. Donc en fait, elle est en train de détruire tous les trucs qu'ont préparé tous les cuisiniers du truc, juste pour son petit délire, et en foutant ses doigts plein dans le truc, et en mettant ses microbes partout et tout. Tu fais, mais pauvre conne, dégage! Et alors je vais revenir sur un petit truc, j'étais persuadé quand j'ai fait la vidéo des Oscars que c'était une roturière. Depuis des années, je suis persuadé que Lady Di est une roturière et qu'elle vient du peuple. Et que c'était pour ça que la famille royale avait autant de problèmes avec elle. En fait non, c'est une noble, enfin elle est dans une famille de ducs, de duchesses, de je sais pas trop quoi. Donc en fait elle vient de ce milieu. Donc je comprends en fait encore moins comment est-ce qu'elle peut être à ce point détruite par des petits trucs de protocole et des petits trucs de machin qu'elle a dû vivre toute sa vie en fait. À moins qu'elle vienne d'une noblesse plus proche de la classe moyenne ou de la classe populaire, parce que ça existe aussi, hein, c'est pas parce que t'as des héritages nobles que enfin, il y a beaucoup de familles riches qui ont perdu leur argent, etc. Donc tu peux avoir un héritage de noblesse avec un 2 dans ton nom de famille, et quand même être pauvre comme un ouvrier, quoi. Donc, mais donc ouais, je sais pas exactement quelle était sa vie avant, mais ça passe encore moins bien quand tu sais que elle vient de là, quoi. Et d'ailleurs, c'est un problème, on a plus l'impression qu'elle rejette les problèmes de convention et de protocole que la famille royale elle-même. Et apparemment, c'était plutôt ça, son problème, c'était la famille royale elle-même, donc je trouve que le message est vraiment jamais passé. Et le film en général est assez ridicule, et j'ai toujours en tête la scène où pour montrer son trouble intérieur, tu la montres en train de bouffer sa soupe avec son collier de perles qui a explosé, et elle avale la perle gigantesque en une seule bouchée avec sa soupe, pour te montrer que tout a du mal à passer, etc. Et tu fais, oh, pitié, pauvre fille, quoi.
Vraiment, enfin c'est la pire façon de traiter un sujet pareil, quoi. Il m'a fait détester, le réalisateur m'a fait détester Lady Di, alors que jusque-là je l'aimais bien. Je distingue quand même le personnage de Lady Di fictif de Kristen Stewart et la vraie Lady Di, mais... Donc voilà, en ce qui concerne mon numéro 7, passons au numéro 6. Black Adam. Il y a déjà un vlog, je vous renvoie dessus si vous voulez en savoir un petit peu plus. Il y a un truc que j'avais pas noté quand j'ai fait le vlog, je vais du coup le noter maintenant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles entre ce film et quasi tous les films de super-héros qui sont sortis avant, et notamment Black Panther. Il y a notamment, enfin, tout le pays dans lequel vit Black Adam, il y a un truc assez proche du Wakanda, et notamment le métal précieux à exploiter, etc., etc. Pour aller vite et faire simple, c'était laid, c'était mal réalisé, y compris les scènes d'action qui étaient nul à chier, et du coup ça invalide d'office le « mais c'est un film pour poser son cerveau et pour s'amuser, etc. » Non, c'est même pas bien réalisé en tant que film de divertissement action, donc c'est même pas un film pour poser son cerveau, c'est juste une merde en fait. Si vous voulez pas l'admettre, c'est votre problème, mais c'est juste une merde. Les effets spéciaux, tout comme l'étalonnage de l'image par ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'était laid, sont dégueulasses, l'histoire est assez idiote, pas besoin de développer beaucoup plus que ça, et puis honnêtement le truc du caméo de Henry Cavill ça me saoule un petit peu, donc voilà, ça mérite parfaitement sa place dans les flops. Et maintenant nous allons passer aux 5 premières places. Et alors honnêtement, vraiment sur ça je n'ai aucun doute sur aucun de ces 5 films, et je vais vous dire un truc très simple, les 5e, 4e et 3e positions, les 5e, 4e et 3e films, je les ai passés en vitesse rapide. Soit en passant littéralement en vitesse x2, mais en regardant tout le film, hein, mais en vitesse x2, soit carrément en faisant des avances rapides à certains moments, enfin vous savez quand il y a tous les lecteurs maintenant de VOD, trucs dans ce genre là, vous avez un truc pour passer par morceau de 10 secondes, ou par morceau de 5 secondes, ou de 15 secondes, etc. Et donc les 3 films que vous allez avoir là, les uns après les autres, ils sont tous là les uns après les autres, parce que je les ai tous passés en vitesse rapide, et puis les 2 derniers seront encore pires. Donc, allons-y pour le numéro 5. Pacifiction. Je les vois tous, là, les cinéphiles avec un C majuscule qui sont en train de brûler des photos de moi dans la rue, des trucs dans ce genre-là, parce que je suis là. Mais enfin, mesdames et messieurs, pourquoi se faire chier à dépenser de l'argent pour raconter des histoires qu'on n'a pas envie de raconter? Il y a un moment, le cinéma français, il va falloir quand même qu'il apprenne cette leçon-là, quoi. À un moment, il faut quand même que tu aies envie de raconter ton histoire. Faire exprès de faire un film de 2h30 en plus, pour faire exprès de ne rien te raconter pendant ces 2h30, pendant que toi et ton équipe technique et tes acteurs vous êtes tranquillement en train de vous la couler douce en Polynésie française, les doigts de pied en éventail entre chaque prise, et que de temps en temps, vous interrompez les vacances pour aller refaire un truc devant une caméra, c'est un peu la définition du foutage de gueule du cinéma français, quoi. C'est vraiment un peu la définition de ça. Alors certes, je suppose qu'on doit sentir la tension sous-jacente au malaise de ces improvisations pourries, où tu vois très clairement que les acteurs n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent répondre, de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent dire. Tu vois clairement Benoît Magimel en train de galérer pour essayer de trouver une réponse, et donc de bégayer et machin, etc. Je conçois absolument vos préoccupations. Voilà. Éclaircir un peu tout ça. Et je vais m'y engager. Ce casino sera libre d'accès à tout le monde. Et on y fêtera le 14 juillet. Voilà. Voilà. Mais je suppose que ça doit faire sentir une forme de tension, genre, et en fait il sait pas trop quoi leur dire parce qu'il veut leur mentir et cacher quelque chose, sauf qu'en fait tu vois juste que c'est une improvisation pourrie. Je sais que le fait que l'histoire n'avance pas est censé évoquer ce climat de secret qui a lieu à ce moment-là, et c'est censé être la base de la tension de cet espionnage. Si vous voulez savoir, l'histoire c'est qu'il y a un mec qui est en Polynésie française, et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un sous-marin qui aurait été aperçu au large des îles, et du coup tout le monde se demande si on va récupérer les essais nucléaires. Question à laquelle on ne va pas répondre. On verra le sous-marin une fois dans le film, et ça n'aura aucune conséquence sur l'histoire, on ne saura pas du tout ce qui se passe si on reprend des essais nucléaires ou pas du tout. Le film s'en bat les couilles, quoi, mais je suppose que c'est pour maintenir le climat de secret et de machin que, bah, du coup, on a aussi peu de révélations et que l'histoire avance pas et qu'on voit plus les personnages faire leur vie de tous les jours. Je suppose aussi que cette attente de réponse devrait nous intriguer jusqu'au bout du film, c'est pour ça, on nous retire les réponses pendant 2h30, donc du coup, on devrait avoir encore plus de curiosité, en fait, ça va nous intriguer encore plus, nous dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va enfin avoir les réponses, etc. Mais en fait, non, tout ça, c'est juste une branlette intellectuelle insupportable qui essaye de couvrir une absence créative absolue, quoi.
Je veux dire, au point qu'on soit même pas capable d'écrire un script et d'avoir une histoire à faire suivre aux spectateurs quand on regarde le film. Et tout filmer en improvisation. Je suis d'ailleurs quasi certain que le truc est allé se filmer en Polynésie française, non pas parce que ça ferait des beaux décors, non pas parce que ce serait original et différent et peut-être un peu audacieux par rapport au cinéma français, mais parce que clairement il devait y avoir des financements à récupérer ou des trucs dans ce genre-là, et puis ça leur permettrait de faire des vacances. Sachant d'ailleurs qu'au passage c'est une coproduction ce film, alors qu'il a quand même dû rien coûter, hein, c'est quand même... Il doit y avoir genre 10 acteurs qui se battent en duel dans 4 décors, ou 5 décors, 6 décors, un truc dans ce genre-là. Mais c'est une coproduction franco-espagnole, allemande et portugaise. Il fallait l'argent de 4 pays pour faire ça? Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous avez récupéré l'argent et vous allez vous prendre des vacances en Polynésie, quoi. Et puis évidemment, du coup, vous revenez avec cette espèce de merde nihiliste et vide. Évidemment que vous avez tous les élitistes du cinéma français qui sont en train de se pogner là-dessus, quoi, en disant « Oh, évidemment, c'est extraordinaire, c'est génial, on passe 2h30, on m'a rien raconté, c'est extraordinaire !» Oh mon Dieu, j'ai adoré le... Ça me fait marrer cette expression, mais c'est... Il y a un personnage trans, juste pour faire genre... Ah pardon, c'est la première fois que j'ai l'occasion de sortir ce truc, mais... Il y a un personnage qui est trans, et ça sert à rien. Enfin, ça ne sert vraiment à rien. Alors tout le monde tourne autour de cette nana, mais tout ça va jamais nulle part véritablement, quoi. Enfin, il y a jamais rien de très intéressant qui est développé avec tout ça. On revient pas sur la transidentité de cette personne, on n'explore rien avec ça. C'est un personnage qui lui non plus n'a rien à dire, parce que pareil, c'est une actrice à qui on a dit vas-y, fais de l'impro, le mec va te dire quelque chose, essaye de trouver quelque chose à répondre, etc. Et puis la pauvre meuf, elle a essayé de trouver ce qu'elle a pu, mais... Comme il n'y a pas d'histoire de base à raconter, comment est-ce que tu veux savoir quoi répondre à une personne qui vient de parler? C'est à peine s'ils ont dû développer leur personnalité, parce que... Enfin, tu développes quelle personnalité quand t'as pas de récit? Pardon, je regarde mes notes, mais... En fait, le personnage trans, c'est plus utilisé comme le nain dans un film de David Lynch que comme Priscilla Reine du désert dans le film Priscilla Reine du désert. Il y en a un qui est là pour mettre en avant quelque chose, et il y en a un qui est là pour jouer sur le côté un peu étrange. Et en fait, je crois que, ce qui est pas d'ailleurs très poli, mais je crois qu'il joue sur l'étrangeté d'avoir un personnage transgenre dans le film, et que ça rajoute au climat étrange, et de tension, et de machin, etc., et de non-dit. Et puis alors bien sûr, comme déjà de base on te raconte rien, on va pas essayer de le rendre intéressant, donc c'est du film où t'as soit du silence, pendant des grosses scènes, soit de la musique sombre, alors qu'il se passe rien. Mais vraiment, quoi, tu vas voir des gens qui sont en train de danser quelque part, et t'as une musique sombre au-dessus, et tu sais pas pourquoi, et après la scène va s'arrêter, et puis bah, y a pas d'autre musique sombre, y a pas d'événement spécial qui se produit, parce que les scènes découlent à peine les unes des autres. Enfin, a contrario, on va te filmer l'intégralité du décollage de l'avion sur le tarmac, du moment où il est à l'arrêt, et il appuie sur l'accélérateur au moment où il décolle du sol et il arrive à peu près dans les nuages, parce que c'est essentiel de filmer l'intégralité du décollage de l'avion, du moment où on appuie sur la pédale d'accélération au moment où on décolle du tarmac. C'est ça l'intérêt quand tu vas voir Pacifiction, film d'espionnage pour savoir s'il va y avoir des essais nucléaires en Polynésie française, c'est de voir l'avion décoller du tarmac pendant 3 minutes. Putain de merde! C'est vraiment le film où t'as une scène, et alors je sais plus si j'exagère ou si j'ai vraiment minuté le truc, mais je crois que j'ai minuté la scène. Ils ont fait 10 minutes sur des gens qui dansent maladroitement dans une boîte de nuit. Et c'est tout. Il ne se passe rien d'autre dans la scène. C'est juste voir un mec qui n'est même pas essentiel à l'histoire, qui danse de façon un peu maladroite, c'est un vieux, avec des jeunes gays, des jeunes marins, je crois, qui sont là en permission et tout, avec une lumière un peu tamisée et un peu bleutée, je crois, ou un truc dans ce genre-là, très sombre. Et c'est tout. T'as eu 10 minutes de scène pour te montrer un vieux papy danser maladroitement avec des jeunes marins, et c'est fini. Et ça, c'est censé faire avancer le film, ça c'est censé être intéressant, censé être artistique. T'as fait ressentir quelque chose, oui effectivement, mais pas vraiment le genre de truc auquel que je m'attends à ressentir en allant voir un film d'espionnage sur la reprise des essais nucléaires en Polynésie française. J'aime bien le redire en complet parce que ça montre bien à quel point on passe à côté du truc. De montrer à quel point c'est long à sortir alors qu'on s'y intéresse pas dans le film. Évidemment, vu que c'est du film français bien qui met tous les potards au max, il y a des scènes de cul chelou et malsaines avec par exemple un étranglement, et on va avoir beaucoup de plans sur des seins nus totalement gratuits, qui ne servent absolument à rien, à l'histoire, ni à quoi que ce soit, c'est juste on a voulu mettre une nana à poil dans le truc, parmi lesquelles la femme trans, il me semble. Donc je suis désolé, la seule ambition de ce film, c'est de trouver un remède à l'insomnie.
faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde, à vouloir que des gens aillent voir des films de 2h30 où il se passe rien, et à sortir en disant c'est génial. Enfin, vraiment, enfin, Parce que les gens, ils te sortent ça, genre c'est Citizen Kane le film, quoi, et tu fais mais putain, mais c'est incroyable de se pogner sur des soi-disant délires arty qui sont juste du foutage de gueule. Le mec, il a piqué votre pognon, c'est tout ce qu'il a fait, il a fait des vacances. Allez, passons, numéro 4, vraiment c'est le genre de truc qui m'énerve, quoi. Véritablement qui m'énerve. C'est la quintessence de tout ce que je déteste dans le cinéma français, Pacifiction. Donc suivant, numéro 4. Les sans-dents. Alors ça c'est un petit peu plus spécial. Encore une fois là pour le coup c'est une question de goût personnel et pas forcément de qualité du film. Parce qu'en soi le film est pas spécialement mal fait mais il est dans un délire qui m'a pas plu du tout. Et du coup c'est pour ça qu'il se retrouve là. Et le délire était tellement désagréable que je l'ai passé en vitesse rapide. Celui-ci, alors Pacifiction je me suis mis en vitesse x2, parce que j'en pouvais plus. Mais en plus justement parce qu'il y a des improvisations, ils mettent 3 plombs à sortir le dialogue, donc si au moins le texte va en x2, au moins ça passe mieux quoi. Là pour les sans-dents, il n'y a même pas de texte, il n'y a pas de dialogue, c'est un film muet. Donc du coup, allez, des fois j'ai passé un petit peu le truc parce que tu vois une scène qui commence et tu sais qu'en gros ça va être ça pendant 2 minutes. On va rester sur la même émotion, le même jeu, le même sketch, le même gag, le même événement pendant 2 minutes. Parce qu'il faut qu'on essaye de l'exprimer le plus possible sans dialogue quoi. Le principe descendant c'est qu'on suit un groupe de SDF et comment ils se débrouillent avec la récupération pour survivre avec leur petite troupe. Il y a un petit coin dans lequel ils ont installé des tentes et puis ils ramènent tout un tas d'objets qu'ils ont chinés, trouvés, récupérés, volés pour certains, etc. etc. Il y a tout un... Je reviens d'une petite pause à cause de mon putain de ballon d'eau chaude. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi au ballon d'eau chaude qui est devenu la nouvelle star de ces vidéos de début et de fin d'année. Je me mets le dire maintenant parce qu'en fait j'ai toujours peur que vous vous rendiez compte qu'il y a un gros décalage entre avant que je m'arrête de tourner à cause du ballon et après quand je reprends. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'entendent pas du tout. Alors vous l'entendez pas parce que il y a des moments où je parle au-dessus et comme je parle assez rapidement, les quelques moments de vide où il y a le clac du ballon qui arrive, vous l'enregistrez pas forcément. Parce que, bon, il est pas aussi fort que ma voix, évidemment, je vous assure qu'on les entend, et peut-être que vous les entendez pas suffisamment, ça dépend peut-être de vos enceintes. Moi, je vous jure que dans mes enceintes, j'entends parfaitement le tac, tac, tac à chaque fois, mais surtout qu'en fait, c'est pour moi que je m'arrête, parce que c'est insupportable d'entendre ce claquement constamment, en fait. Quand vous êtes en train de parler, et que vous avez constamment quelque chose qui fait du bruit derrière, c'est comme essayer de parler alors qu'il y a des travaux juste à côté de chez vous, un truc dans ce genre-là, quoi. Si à chaque fois que vous parlez, il y a le marteau qui fait pan, 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 au bout d'un moment, c'est très saoulant, quoi. Et donc c'est ça, en fait, il y a toujours ce truc qui fait clac, 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 et c'est très distrayant. Donc c'est pour ça que je fais des pauses quand le ballon d'eau chaude commence. Reprenons du coup, avec nos sans-dents. Le problème du film en fait, c'est que donc avec l'histoire que je vous ai racontée, il n'y a pas vraiment d'histoire déjà de base. Il y a plus ou moins un flic qui leur court après pour essayer de récupérer des trucs qu'ils ont volés, des trucs dans ce genre là, mais enfin, franchement il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'histoire à raconter dans ce truc. Et en fait ça fait très très délire de théâtreux. Comme c'est sans dialogue, ils sont forcément restreints aux expressions les plus primitives d'émotions, c'est-à-dire grogner, rire, pleurer, crier, danser, faire des trucs dans ce genre-là, quoi, tout ce qui est expression véritablement corporelle, et tout ce qui ne passe pas par le verbal et par le langage. Ce qui est typiquement un délire de théâtreux. C'est les théâtreux qui justement, au théâtre, c'est le texte qui est quand même la base du truc, et il y a du coup forcément des théâtreux qui viennent et qui disent « Non, faut qu'on fasse juste de l'expression corporelle, il faut pas qu'on ait de texte et de machin, genre là. » C'est un délire, je suis pas forcément contre, hein, mais c'est vraiment le délire arty. Il y a pas grand-chose, du coup, à en tirer, quoi. C'est de l'émotion pure, sur pas d'histoire. Enfin, c'est un peu particulier, et surtout, le truc, c'est que c'est crade. Volontairement, et pas forcément au point où ça devient écœurant, ou repoussant, torture porn, un truc dans ce genre-là. Mais en fait, ça devient juste très puéril et un peu... T'as l'impression qu'on essaye de te porter un peu plus loin avec ce genre de travail. On va travailler juste sur des grognements et des machins dans ce genre-là, et on te réduit au caca et aux trucs dans ce genre-là, quoi. Enfin, t'as un mec qui vomit la tête dans un tonneau, et avec le tonneau qui est coincé au-dessus de lui, donc il se vomit dessus au final. T'as une nana qui se découpe des vêtements à même la peau de la vache, c'est-à-dire que c'est pas juste récupérer le cuir et le tanner et machin, c'est genre, elle a juste découpé une forme de t-shirt sur le bord de la vache pour découper le truc. Il y a un personnage à un moment qui gonfle un préservatif usagé, par exemple. Il y a un porc qui est découpé à la tondeuse. Et typiquement, en fait, c'est le genre de truc où tu fais, mais... limite, c'est presque insultant, en fait, même pour les sans-abri, et tu fais...
Ils savent pas utiliser un couteau et une fourchette. Pourquoi s'il y a besoin d'une tondeuse pour découper le porc? À part faire un truc gore en fait. En tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse moi, donc évidemment ça va pas être dans les tops. Le film essaye d'ailleurs d'avoir une image aussi sale que ce qu'elle montre, c'est-à-dire que l'image va être très surexposée, va y avoir du flou, etc. C'est un peu ce que j'ai montré avec le Goliath, qui a un peu les mêmes techniques dans le truc. Il y a quelques trucs qui sont à sauver, notamment il y a des décors qui sont un peu intéressants et surprenants. Il y a tout un truc, t'as l'impression que c'est des immeubles, mais dans lesquels en fait il n'y a que la plomberie. Il n'y a pas les murs, il n'y a pas les fenêtres, il n'y a pas quoi que ce soit, il y a juste la plomberie avec les chiottes et les baignoires installées en suspendu au-dessus du vide, etc. Et les mecs ils tombent là-dessus et en fait ils défoncent tout pour récupérer le cuivre pour pouvoir le revendre ensuite derrière. Et le décor était cool, c'était sympa comme truc, mais c'est un peu le moment de respiration dans un film qui veut te concentrer sur la crasse, de vivre dans une grotte avec des gens sales qui parlent même pas, qui grognent, etc. C'est un délire, et ce n'est pas le mien. Alors je dirais pas que c'est un film de merde, mais enfin très clairement c'est un des films que j'ai moins apprécié de l'année quoi, donc voilà, c'est pas du tout ma cam, c'est pas le genre de recherche qui me plaît. Donc voilà, nous allons passer maintenant au trio de tête. Alors je vais énerver tout le monde avec les numéros 2 et 3, je pense que le numéro 1 plaira à tout le monde. Mais numéro 2 et 3, je pense qu'il y a des gens qui vont s'énerver. Allons-y, numéro 3. La vie est un rêve, non? Oui. Vortex. Oh mon dieu, mais c'est sublime! Un remake de Amour de Michael Haneke par Gaspard Noé. Le film parfait! Le film parfait! Parce qu'il y a des gens qui se souviennent de Amour de Haneke. C'était exactement la même histoire que Vortex, ça suivait un couple de mourants, quoi. Un couple de vieux qui est vraiment aux portes de la mort. Et ça filmait ça avec des longs silences et des trucs dans ce genre-là, et des moments un petit peu surréalistes. Il y avait un truc où il y avait un oiseau qui rentrait dans une pièce, un truc dans ce genre-là. Mais en fait, c'est juste un film chiant avec des vieux qui se font chier et qui sont sur le point de mourir. Et je trouvais qu'ils jouaient pas bien, qu'ils étaient pas bons dans leurs répliques, etc., etc. Eh, vraiment, mais c'est un remake. C'est un remake, quoi. Mais alors, ça va encore plus loin parce que donc là, on suit donc un nouveau couple de vieux et on les suit en split screen pendant tout le film. Gaspard Noé, c'est vraiment un salopard, quoi. Un gros sadique. C'est-à-dire que non seulement on va rien filmer, mais en plus, on ne vous fera rien manquer du rien qu'on filme. Grâce au split screen, tu peux continuer à suivre un des membres du couple pendant que l'autre membre du couple va ailleurs. Et le truc, c'est qu'il va falloir qu'on en reparle des split screens, parce qu'ils sont particulièrement énervants pour quelqu'un comme moi qui est très à cheval sur les côtés techniques et les trucs dans ce genre-là. De base, le principe du split screen est joli, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont dans le même cadre et ils sont séparés. Et donc, il y a un truc symbolique qui est assez beau là-dedans, avec le fait que tu sois ensemble, mais à cause de la vieillesse, tu te sépares de plus en plus, par exemple. Et il y a l'apparition de la ligne qui découpe les deux parties de l'écran dans le film, se fait de façon assez jolie. Ils sont en train de dormir dans le lit au début, t'as la ligne qui commence à se tracer entre les deux, et la barre va passer en dessous de la main. Donc il y a quand même un petit peu de travail, c'est pas juste mettre un split screen. Les trois quarts du film, si, hein, mais le premier plan non. Le premier plan passe en dessous de la main, il y a un truc assez esthétique, pour te montrer qu'on va te montrer des gens qui sont liés mais séparés. Et donc c'est ça le truc du split screen. Mais alors, le split screen, le truc c'est que c'est un art, le split screen. Il y a des règles, il y a des trucs à faire quand tu fais du split screen, il y a des trucs à pas faire, il y a des trucs que tu dois essayer de faire pour faire un truc intéressant, sinon tu passes juste au-delà de la difficulté du split screen, etc., etc. Et genre, mais il a envoyé chier tous ces trucs-là, et il a fait toutes les solutions de merde. Par exemple, il s'autorise des cuts dans son plan séquence de split screen. En fait, il a trouvé la façon la plus simple pour monter ce truc-là, c'est qu'il a tourné la scène qui l'intéressait de base, il l'a foutu sur son programme de montage, et une fois qu'il l'a mis sur son programme de montage, il l'a minuté en disant, bon alors, de tel moment à tel moment, il y a combien de minutes avant que les deux scènes se réunissent. Et une fois qu'il avait tourné, une fois qu'il avait mis ça sur son programme de montage et qu'il avait trouvé cette durée, il allait tourner un plan qui durait la durée nécessaire, mais pas forcément synchro par exemple. Le plan va démarrer avec les personnages qui sont clairement pas en train de faire les mêmes mouvements dans les deux plans, mais le reste du plan va continuer et va les montrer chacun faire son truc, etc. Et donc genre, c'est la façon la plus simple du monde pour essayer de résoudre ce problème, surtout quand, pour essayer de faire ton accord, surtout quand, les trois quarts du temps, le deuxième plan, c'est un plan sur la vieille, qui elle est en train de complètement devenir gaga Alzheimer. Le mec, il a encore un peu de vigueur et un peu sa tête, donc il peut encore faire quelques trucs, mais elle est complètement en train de perdre la tête, et donc, son plan raccord entre ces deux scènes, c'est filmer la vieille assise à la table, à pas bouger pendant 15 minutes.
Alors, encore une fois, c'est censé te montrer la solitude, de la vieillesse, quand tu te fais chier à certains moments, etc. C'est... Ouais, d'accord, très bien, mais est-ce qu'on est obligé de nous se faire chier pour nous montrer qu'il y a des gens qui se font chier? Tu vois, c'est ça le truc, Typiquement, c'était pour ça que j'aimais bien Sofia Coppola, c'est quelqu'un qui filme des gens qui se font chier, mais nous, on se fait jamais chier à les voir se faire chier. C'est ça, c'est faisable, en fait. T'es pas obligé de faire de ton film un truc insupportable. Et donc, en fait, la forme est la pire possible, c'est-à-dire que c'est du split screen avec des plans séquences qui sont pas des vrais plans séquences et qui n'ont pas été faits avec l'attachement d'un plan séquence, ils ont été faits avec les moyens les plus simples et de base pour essayer de faire ce que tu as envie de faire. Les deux parties du split screen filment des trucs qui sont pas intéressants, ça les filme pendant 2h20. My god. Enfin vraiment quoi, 2h20 à voir deux vieux qui se font chier et leur fils Alex Lutz qui vient leur rendre visite de temps en temps. Et les performances c'est pareil. Il fait exprès de mettre les prises où Dario Argento, qui est quand même du coup italien à la base, hein, le français c'est pas sa langue, etc., passe son temps à se tromper, bégayer, son accent sort à mort à certaines répliques pour certains mots, et du coup ça rend le texte incompréhensible. Il se répète, les 3/4 du temps il répète les mêmes phrases, ou il baragouine, etc. Je suis quasi certain que soit c'est de l'improvisation, soit ils ont écrit le texte juste avant de faire la scène, parce que clairement tu vois en fait que les acteurs sont paumés. Encore une fois, c'est comme les improvisations de Pacifiction en fait, tu vois que les acteurs sont paumés, et qui sont en train de chercher quoi répondre, et en fait il fait exprès de laisser toutes ces hésitations et tous ces trucs paumés. T'as le pauvre Dario Argento et ses 180 années, vu la gueule qu'il a, je sais pas à quel âge il a exactement, et il est là en mode t'as été faire les courses ou un truc, enfin vraiment c'est ça quoi, c'est le mec qui hésite pendant 5 minutes et qui sort après un truc dont tu te branles complètement parce que c'est pas l'histoire, c'est pas le sujet, c'est pas le machin, c'est et Alec Lutz du coup il est pareil quoi, il est constamment la tête baissée en train de marmonner dans sa barbe qu'il n'a pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de scènes où il est avec son gamin à côté et à chaque fois Noé fait exprès de faire jouer le gamin ultra fort, c'est-à-dire qu'il met une voiture et le gamin il fait exprès il prend la voiture, il fait tac tac. C'est une maladie qu'il n'y a pas de cure, pas de drogues, pas de médecine. Mais t'as ça pendant 5 minutes quoi, t'as vraiment 5 minutes de la grosse bagnole et puis le gamin qui est derrière qui est en train de faire des trucs comme ça. Pendant que de l'autre côté t'as Dario Argento qui est en train d'essayer de sortir son texte de façon compréhensible et audible. C'est terrible quoi. Qui fait des choses comme ça. Il joue. Il joue, mais il joue dans une façon... T'énerve pas. T'as beaucoup de moments où il est au téléphone, et il fait exprès de faire en sorte qu'on n'entende pas ce qu'est au téléphone. Donc tu vas suivre pendant 2 minutes, pendant que son interlocuteur parle, un vieux qui est comme ça au téléphone, et au bout de 2 minutes, il va répondre un truc qui sera baragouiné, bégayé, avec un accent trop fort, etc., etc., donc tu vas rien comprendre à ce qu'il dit, et ensuite il commence à faire la conversation et à écouter, et il se passe rien à nouveau pendant 2 minutes. Filme-toi directement en train de faire un doigt d'honneur au public, c'est plus simple et plus rapide, ça coûtera moins cher, puis honnêtement, vu les mecs qui te soutiennent, ils seraient capables de trouver ça artistique que tu fasses vraiment un film de 2 heures où tu leur fais un doigt d'honneur comme ça pour la caméra, Gaspard. Je trouve ça incroyable de mépriser son public à ce point, et ses personnages aussi, parce qu'il est pas forcément très gentil avec ses personnages. D'ailleurs, dans ses petits gimmicks, il a toujours son gimmick du générique, Gaspard Noé, il essaie toujours de faire des génériques qui sont un peu étranges, pas du tout au format standard des films habituels. Et depuis Enter the Void, grosso modo, son principe c'est faire un truc ultra subliminal presque, c'est afficher tous les trucs à fond la caisse en quelques secondes au début du film, et puis ensuite on y va directement quoi. Là non, comme il a envie de nous montrer des vieux qui se font chier, qui sont en train de mourir dans leur appartement là, le générique, c'est l'intégralité de l'équipe technique, et ça passe avec un simple défilé du texte qui est assez basique, et je sais même pas s'il y a une musique au-dessus d'ailleurs. Il a quelques petits délires d'ailleurs aussi, qui un peu dans son coin, dans son générique qui rajoute les dates de naissance pour lui et pour ses 2 acteurs, et peut-être même pour Alex Lutz aussi d'ailleurs, parce qu'il veut qu'on parle du temps et de la vieillesse, etc. T'as besoin de mettre tes dates de naissance dans le générique pour qu'on ait l'idée de la vieillesse qui nous soit évoquée, putain Gaspard. Et il y a un truc très bizarre, au tout début, le premier truc c'est marqué « fabriqué par ». Et t'as l'impression que du coup c'est genre sa façon artsy pour dire équipe de réalisation, etc. et tout bordel. Mais en fait t'as « fabriqué par », t'as toute une liste, et ensuite t'as l'équipe technique qui débarque et tout les trucs genre. Et en fait je sais pas quelle est cette distinction entre « fabriqué par » et le reste de l'équipe technique. Où se fait la différence entre les deux en fait, entre ceux qui fabriquent le film et l'équipe technique. C'est l'équipe technique qui fabrique le film de toute façon, fondamentalement. Donc c'est quand même bizarre. Et alors ce que je trouve dingue, c'est la quintessence du film français, parce que je vous l'ai dit, les films français ont toujours les mêmes gimmicks, donc si ça peut être long, chiant, silencieux, s'il peut rien avoir à raconter, etc., évidemment c'est génial. Mais la cerise sur le gâteau du film français, c'est l'adultère. Mais je pensais quand même pas
que pour des pauvres fripés de 90 ans, on allait aussi nous foutre des adultères. Mais t'es vraiment un sadique, Gaspard. Putain, de nous foutre des idées pareilles en tête. C'est très insultant pour les vieux, je sais très bien, mais... Véritablement, on suit un couple qui est ensemble depuis 40 ans, on est obligé de se concentrer sur le fait que le mec ait une maîtresse. Donc écoutez, Vortex... Non. Et vraiment, mais je ne le conseille pas. Là, véritablement, pour moi, on se fout. Pacifiction, c'est un peu la même chose aussi, hein. C'est une question de goût personnel, mais à mon sens, on se fout objectivement de la gueule du public avec des films comme ça. Avec Pacifiction et Vortex, on se fout du public. Parce que clairement, ils prennent des décisions qui montrent qu'ils font en sorte de pas se faire chier, quoi. Et c'est... Bon, bref. Voilà pour ce qui est de Vortex. Passons au suivant, passons au numéro 2. Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Asbestas. Alors c'est un peu paradoxal avec ce truc parce que d'un côté je l'ai abordé en vlog mais je l'ai pas abordé en vlog. Je devais le voir une semaine et en fait cette même semaine je voulais faire le vlog sur Miss Marvel et j'ai trouvé Asbestas tellement nul que je suis sorti avant les 15 dernières minutes du film. Alors du coup, j'ai hésité à le foutre dans les flops puisque fondamentalement, techniquement, je n'ai pas vu le film. Mais fondamentalement, techniquement, j'ai vu le film. Les 15 minutes qui restent, elles n'auraient pas changé mon point de vue sur les 2 heures insupportables qu'il y avait eu avant. C'est tellement cliché et exagéré dans tous les domaines. C'est les putains de rivalités de villages, là typiquement, cliché aussi, mais entre les bobos et les cutéreux absolus, mais des mecs qui te disent clairement dans la conversation que genre ils ont même pas été à l'école, tu vois, et tu fais... Même dans les provinces les plus reculées, peut-être même d'Espagne, je sais pas comment ça se passe en Espagne, mais même dans les provinces les plus reculées, pour trouver un mec qui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, à 50 ans, 70 ans, qui a pas été à l'école avant, faut le vouloir quand même. Et puis genre, ils font comme si c'était la base du village de paysans, quoi, de la campagne. Tout aussi cliché sur le côté des bobos parisiens qui viennent là avec le mec qui fait un jour je suis arrivé ici, j'ai ouvert les yeux et ça a été une révélation et je savais que c'était mon avenir et du coup c'est pour ça que je veux cette ville, etc. Alors pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est un couple de bobos français qui s'installe dans un petit village de la campagne espagnole et en fait il y a une entreprise qui veut installer des éoliennes sur le truc et les Français sont les seuls à avoir dit non parce qu'ils veulent pas et ils veulent pouvoir faire leur petit délire de jardin bio, etc. Et en fait, c'est les seuls qui ont dit non de tout le village, qui n'est que des cutéreux campagnards qui, pour une fois, allaient avoir un peu de pognon entre les mains et qui se sont fait refuser ce pognon à cause de ces 2 connards de Français qui veulent faire leur délire dans leur coin, quoi. C'est cliché et exagéré au niveau de l'ambiance aussi traditionnelle de ce genre de film. Alors, encore une fois, c'est très artsy, quoi. J'aurais pu dire film français, mais le film d'auteur artsy, prétentieux, élitiste qui se pogne, quoi. Vous pouvez les reconnaître facilement, ces films. Vous avez un matin où les gens arrivent, vous entendez les pantoufles qui frotte contre le sol, la gazinière avec ses petits feux au gaz classique, et la casserole de café qui est en train de chauffer, ou alors la théière avec le petit sifflet qui fait juichi, avec le petit sifflement qui commence à sortir, et la personne qui débarque, le côté ASMR, quoi, le choc de la casserole sur le bord du bol, avec le glou 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 du café qui est en train de monter, etc. Et les personnages qui sont en silence, et qui boivent leur café comme ça, devant la fenêtre, et qui regardent pas la caméra, et qui regardent rien, et qui sont pas dans la scène, etc. Et tu vois ça, tu fais oh là 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 là, bordel, je reconnais vraiment typiquement le style. On devrait ressentir de la tension, mais encore une fois, moi, les 2 personnages sont tellement clichés, les bobos et les campagnards sont tellement clichés que j'ai tout de suite vu dans quel film j'étais, donc j'ai tout de suite vu dans quelle direction ça allait aller, et le film ne sait pas créer de la tension dans le reste du film. C'est-à-dire que le film duquel je pourrais le plus rapprocher Asbestas, mais vous allez voir, il y a une grosse différence fondamentale, c'est Les Chiens de paille. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs quand j'avais évoqué le film. Qui a un peu ce principe-là aussi, quoi. C'est le mec de la ville qui débarque à la campagne et t'as des mecs complètement dingues qui veulent absolument les buter dans la campagne parce que soit ils ont dit un mot de travers, soit ils ont dit machin, soit ils ont fait un truc qui leur a pas plu. Et au moins dans Les Chiens de paille, t'as le côté invasion de maison et les personnages doivent le plus longtemps possible empêcher les gens d'entrer dans leur maison, quoi. Alors que là, ça va être... le film fait 2 heures et quelques, et genre pendant 1h45, c'est uniquement des gens qui se regardent avec les yeux noirs à chaque fois qu'ils sont dans la même rue, qui s'engueulent à chaque fois qu'ils vont au bar, qui s'engueulent à chaque fois que l'un va voir l'autre, etc., etc., ou qui se font des crasses les uns aux autres. Et en fait, du coup, c'est extrêmement chiant. Et il y a une scène qui est la scène où le monde dit « Oh mon dieu, quelle tension, c'est incroyable, etc. » La fameuse scène dans la forêt, où il va se promener avec son chien et il se passe ce que vous savez si vous avez vu le film. Justement, en fait, quand cette scène est arrivée, j'ai fait « Ah putain, enfin
enfin il se passe un truc quoi, enfin cette scène que je savais qu'elle allait arriver depuis le début arrive. Et le truc c'est qu'il l'a fait traîner pendant des heures cette scène là en plus quoi. Donc tu fais putain mais il se passe déjà rien, fais au moins en sorte qu'il se passe quelque chose pendant cette scène là, c'est la scène la plus importante du film, c'est la scène pivot, enfin fais quelque chose quoi, fais un truc. Et quand tu vois qu'après le film redémarre sur le même rythme qu'avant mais avec un autre personnage, tu fais non. Et justement c'est à ce moment là que je suis sorti de la salle en fait. Quand j'ai vu que le film allait reprendre sur le même ton avec un autre personnage qui débarque pour nous révéler quelque chose que on sait puisqu'on vient de voir la scène en train de se dérouler, je fais non. Et je suis sorti de la salle. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. C'est non. Et le truc, c'est vraiment, j'ai fait un effort pour rester le plus longtemps possible. Au bout d'1 heure, je voulais déjà me barrer de la salle. Mais je me suis dit, je vais quand même pas me barrer de la salle au bout d'1 heure. Faut que je fasse un minimum d'effort, faut que j'attende de voir un peu plus loin. Quand je suis arrivé aux 2 heures et quelques et que je me suis rendu compte qu'il restait encore 15 minutes de film et que tout avait déjà été fait face caméra, je fais non. Non, ça suffit. Je pense que le principal problème de ce film, pour moi, pas par rapport à moi, c'est que c'est ce côté très kubrickien, de faire quelque chose de très froid. Faut filmer les choses de la ferme à 3 km à l'autre bout du talus de l'autre truc, avec une caméra avec un très gros zoom, etc. Parce que ça vraiment, t'as l'impression que c'est ça, quoi. Il faut avoir le truc le plus froid possible. Et c'est dommage parce que les performances sont plutôt bonnes, le Denis Minochet et la Marina Foïs, qui se débrouillent très très bien en espagnol d'ailleurs, c'est très surprenant. C'est vrai qu'ils sortent des performances qui sont plutôt bonnes, mais ils sont tellement dans le chuchotement, le sous-jeu, le machin, le mec qui se contient, qui se retient de faire des trucs, c'est pas assez vivant pour moi, ça manque tragiquement de vie. Et il y a plein de moyens d'intégrer cette vie dans le truc, on n'est pas forcé de faire du Michael Bay, mais là vraiment tel quel, c'est le cliché, la liste de tout ce que je déteste en fait dans le cinéma. Donc voilà, donc celui-ci c'est même pas passé en vitesse rapide ou avancé, etc. C'est même sorti avant la fin, quoi, arrêté avant la fin. C'était une des pires merdes à mon niveau de cette année. Je dirais pas que le film en lui-même, techniquement il est particulièrement mauvais. Son histoire est plus présente que Pacifiction par exemple. Ou Pacifiction, l'histoire elle a complètement disparu. Vortex aussi, il n'y a pas d'histoire par exemple, Les Sans Dents non plus. Il y a un peu plus de récits dans Asbestas, je veux dire, au moins tu sais véritablement pourquoi tout le monde est là, quelles sont les bases des conflits, etc. etc. Donc ça au moins ça passe, mais dans le style c'était insupportable. Et on va passer au pire film de l'année, mais pour le coup ça va aller assez vite. Numéro 1. Arthur Malédiction. No comment. Donc voilà pour ce qui est des mauvais films de l'année, en ce qui me concerne, mes mauvaises expériences de l'année, mes pires expériences. N'hésitez pas bien entendu à laisser vos commentaires en dessous pour réagir à mes réactions et me dire ce que vous pensez de ce que je viens de dire là. Je pense que je vais bien me faire insulter pour certains films. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est votre faute. Sans vous, je les aurais pas vus, ils seraient pas dans les flops. Donc voilà, c'est votre problème. Et puis on se retrouvera donc pour la dernière partie avec le top 10. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!